Bon, ben, on va pouvoir commencer donc le Café Frappé, saison 2, sur le thème de l'obsolescence programmée, avec le titre L'obsolescence prête à jeter, point d'interrogation. Donc pour ça, on va accueillir Laetitia Vasseur, qui est déléguée générale et cofondatrice de l'association HOP, Halte à l'obsolescence programmée. Elle est diplômée de master en sciences politiques à Panthéon-Sorbonne. Elle est reconnue en tant qu'experte de l'économie circulaire, a travaillé comme collaboratrice parlementaire au Sénat, puis consultante et enseignante. Elle a été membre du comité ACT auprès du ministre de la Transition écologique et est auteure de l'ouvrage Du jetable au durable chez Gallimard et chroniqueuse pour la coopérative alternative économique. Alors, je voulais juste vous préciser que cette conférence est enregistrée et que donc, si vous ne souhaitez pas figurer en tant que participant à cette conférence, il faudrait la quitter ou fermer votre caméra si vous voulez poser des questions. Voilà, donc je passe la parole à Laetitia qui va présenter l'association et toute sa raison d'être et ses activités. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, merci pour cette invitation. Alors, donc voilà, on m'a déjà présenté, je ne vais pas revenir là-dessus, mais je vais donc aborder la question de l'obsolescence programmée. Et puis, comme ça fait un moment qu'on est semi ou totalement confiné, je voulais commencer par vous faire un petit peu voyager. Pour vous expliquer aussi d'où m'est venue cette initiative de halte à l'obsolescence programmée. À l'époque, je faisais un voyage. Ça, c'est une photo de la Birmanie. Et donc, c'était en 2014. Et l'arrière du décor, c'était aussi ça, des plages entières de déchets, des rivières remplies de déchets, etc. Et ces déchets, quand on voit comme ça m'a fait vraiment un déclic, sachant que je connaissais bien la thématique environnementale, mais ça m'a vraiment donné envie d'agir et de m'intéresser davantage à la question des déchets. Donc quelques chiffres avant de revenir du coup sur l'association. Si on prend par exemple la phase de fabrication, il faut par exemple 70 kilos de matière et de ressources pour créer un smartphone d'environ 70 grammes. Donc on se rend compte de l'impact très fort de la fabrication des objets qui nous entourent. Et c'est ces objets qui finissent par devenir un peu trop rapidement certainement des déchets. Ça représente 23 kilos de déchets électriques et électroniques en moyenne par Français et par an, seulement sur les appareils électriques et électroniques. Et c'est malheureusement en croissance. Et 77%, ça c'est peut-être la touche positive de la fin de vie des produits, c'est 77% des gens aimeraient réparer leurs produits. Mais finalement, seulement 44% des produits sont effectivement réparés. Donc, c'est en s'intéressant à toutes ces dimensions que j'ai abordé l'économie circulaire, qui est une réponse à l'économie qu'on appelle linéaire, que vous connaissez certainement. L'économie linéaire, c'est ce qu'on vit encore aujourd'hui principalement. On prend des ressources à la nature, on fabrique un produit, on le propose à la consommation, pour un temps toujours plus réduit et ça finit en déchets et puis c'est tout. On ne s'intéresse pas trop à ce qui se passe après. L'intérêt, c'est de voir comment on peut passer à une économie circulaire. Mais pour ça, il faut voir aussi quels sont les leviers de cette économie linéaire qui posent problème d'un point de vue de soutenabilité. Et c'est sous ce prisme-là qu'on s'intéresse à l'obsolescence programmée ou prématurée, qui en fait peut être définie par 3 formes principales. Donc l'obsolescence technique, qui est le fait que les produits ne soient pas suffisamment durables ou réparables pour des causes techniques, donc une batterie qui va être soudée, qui va être très difficile à démonter, sachant que la batterie est inconsommable, donc on a besoin de pouvoir remplacer sa batterie, ou des puces qui vont compter le nombre de pages au lieu d'avoir une jauge dans l'encre, par exemple, et qui va du coup faire que vous ne pourrez plus utiliser l'imprimante de manière prématurée.
L'obsolescence peut aussi être logicielle. Donc là, c'est plus le software, comme on dit. Hein. Ce n'est pas la machine en tant que telle, c'est vraiment le logiciel à l'intérieur qui va réduire sa durée de vie ou sa capacité à être réparée. Donc, vous allez peut-être avoir des mises à jour qui vont réduire l'usage de l'appareil en le rendant ralenti, inefficace, voire complètement inutilisable. Ou parfois aussi des sources logicielles qui font quand un réparateur indépendant répare un produit, quand vous rallumez le produit comme un smartphone, on vous met un message d'erreur en disant voilà, vous ne pouvez pas, enfin, on ne vous laisse pas rallumer le téléphone parce que vous êtes passé par un réparateur indépendant. Donc ça, c'est des formes d'obsolescence logicielle qui réduisent naturellement la durée de vie des produits. Et puis enfin, l'obsolescence esthétique. Là, c'est plutôt un phénomène aussi qu'on appelle l'obsolescence culturelle, c'est-à-dire tous les messages publicitaires, le marketing, qui nous poussent à imaginer qu'on a besoin de remplacer nos produits un peu plus tôt que prévu, même si ceux-ci sont encore fonctionnels. Donc ça se développe aussi dans les débats sur l'économie circulaire. Alors, petit quiz. Donc là, je ne suis pas sûre de pouvoir voir les réponses, mais vous pouvez éventuellement mettre dans la conversation. Depuis quand l'obsolescence programmée est-elle interdite par la loi française? Donc, je ne sais pas si voilà, vous pouvez y répondre dans le chat. Alors, la réponse, c'est donc l'obsolescence programmée est interdite depuis 2015. Donc, j'avais travaillé d'ailleurs à cette époque quand j'étais collaboratrice parlementaire. Et aujourd'hui, c'est un délit. Et le délit se caractérise de la manière suivante. L'obsolescence programmée se définit par l'ensemble des techniques par lesquelles un metteur sur le marché vise à réduire délibérément la durée de vie d'un produit pour en augmenter le taux de remplacement. Donc, c'est une définition à la fois stricte et large, qui est difficile à appréhender pour pouvoir vraiment le prouver, et qui est un délit pénal en plus. Donc, concrètement, les consommateurs peuvent mal s'en prémunir pour avoir des dommages et intérêts, mais une association comme la nôtre peut faire des enquêtes et quand même aller sur ce délit pour réduire le sentiment d'impunité de certaines marques par rapport à ces pratiques. Donc, c'est aussi suite à ce délit que l'association HOP est née, avec l'idée qu'on avait un délit, on avait un outil qui permettait quand même d'agir contre ce sujet, qui l'institutionnalisait. Et donc, il fallait regrouper les consommateurs autour de cet enjeu, sinon ça allait être un délit qui n'allait servir concrètement à rien. Donc, on a créé l'association HOP à l'obsolescence programmée en 2015, qui fédère aujourd'hui à peu près 40 000 personnes, une petite équipe de salariés de 4-5 personnes, et puis une communauté de bénévoles aussi qui nous soutient dans cette action. Donc voilà, notre but principal, c'est d'agir sur 3 axes, à la fois de manière assez systémique en fait, d'agir à la fois avec les citoyens, de fédérer les consommateurs pour donner des solutions concrètement pour se prémunir de l'obsolescence programmée. C'est également, donc on fait beaucoup d'interventions, de sensibilisation sur le sujet auprès du grand public. On fait aussi beaucoup de plaidoyer, c'est le deuxième axe, pour changer les normes, les règles qui, en fait, dont on a besoin pour allonger la durée de vie des produits, sur la réparation, sur le reconditionnement, les pièces détachées, on y reviendra un petit peu après. Et puis enfin, on travaille sur l'axe avec les entreprises. Donc là, on se saisit de l'outil juridique pour légiférer pour punir, entre guillemets, certaines entreprises qui n'ont pas de bonnes pratiques. Et aussi, on a créé un club de la durabilité pour promouvoir celles qui proposent des services et des offres dont on a besoin pour concrètement se prémunir aussi de l'obsolescence programmée et donner la part belle à des initiatives positives, puisque l'obsolescence programmée, c'est surtout un enjeu économique, puisque l'idée, c'est d'accroître un peu artificiellement la croissance. Donc, vraiment, le club de la durabilité nous sert à montrer que d'un point de vue économique, on peut aussi avoir des modèles rentables sur la durabilité des produits.
Donc, on travaille sur plusieurs produits. On a fait des rapports d'enquête sur les collants, par exemple, mais aussi sur les imprimantes. Et à l'issue de ce rapport, on a porté plainte contre Epson en particulier, et la plainte est toujours en cours. Donc, le temps de la justice est long, hein, puisque c'était en 2017, et on attend toujours les résultats. Alors, petit quiz encore pour voir si vous avez une idée sur le fait que, en fait, les cartouches d'encre, on a remarqué quand on regardait, on nous dit qu'elles sont vides. À un moment, la machine dit les cartouches sont vides. Et finalement, à votre avis, combien est-ce qu'il reste d'encre? Est-ce que c'est 5 à 10%, 20 à 40% ou 40 à 60%? Je laisse peut-être quelques minutes de réflexion ou de commentaires. Alors finalement, c'est 20 à 40%. Dans certains cas, on a observé que quand la machine nous dit il n'y a plus d'encre, en fait, il en reste 20 à 40%. Et le problème, c'est non seulement le gaspillage, mais aussi le prix. Parce que le prix moyen du litre d'encre pour une imprimante de particulier, c'est 2 300 €. En fait, c'est extrêmement cher rapporté à 1 litre, mais du coup, même goutte à goutte, ça coûte finalement très cher. Et donc, c'est là tout le business de certaines imprimantes, et que voilà, qu'on décrit parce que il y a un manque de proportionnalité et il y a une certaine escroquerie à gaspiller de l'encre qui coûte vraiment très cher pour le consommateur. Alors, on a aussi travaillé sur les smartphones. En particulier, on a porté une plainte contre Apple, notamment sur ces histoires de mise à jour dont je parlais tout à l'heure. Le fait que les mises à jour soient... il y a eu des mises à jour sur certains smartphones qui, quand on les téléchargeait, ralentissaient le téléphone, sachant que la marque savait très bien que ça allait faire dysfonctionner le téléphone. Donc, on a porté plainte, et cette plainte a donné lieu à un compromis entre la DGCCRF et Apple, qui a dû verser 25 millions d'euros d'amende à l'État pour pratique commerciale trompeuse par omission, pour être précis. Alors, par ailleurs, le fait de faire des actions en justice de cette manière-là, c'est un outil puissant, mais pas suffisant. Et donc, aujourd'hui, on a un délit, mais on constate quand même qu'il y a toujours beaucoup d'obsolescence, qu'elle soit programmée ou prématurée de manière plus large. Et donc, on travaille vraiment à allonger la durée de vie des produits de manière générale à travers un lobbying citoyen. Ça nous prend beaucoup d'énergie. On a par exemple publié un livre blanc en 2019 avec 50 mesures qui permettraient d'allonger la durée de vie des produits au niveau national, européen et local. Et on est assez content parce qu'en 2019, il y a eu la loi anti-gaspillage et économie circulaire qui a dû prendre en compte ces enjeux-là, sur lesquels on a beaucoup agi, et on a obtenu des choses intéressantes. Même si on peut toujours aller un peu plus loin. En tout cas, dans cette loi, on a obtenu déjà un indice de durabilité obligatoire en 2024. C'est-à-dire que les fabricants vont devoir renseigner et informer, faire la transparence sur la capacité de leurs produits à durer dans le temps, à être fiables, à être robustes. Dès 2021, donc depuis le mois de janvier, il y a une première étape qui a été franchie avec l'indice de réparabilité. À terme, l'indice de durabilité va intégrer l'indice de réparabilité pour n'en faire qu'un seul indice. Mais aujourd'hui, on a commencé cette première étape avec l'indice de réparabilité, dont vous voyez là le visuel, et que vous avez peut-être déjà observé en magasin ou en ligne, parce que c'est déjà actif sur 5 catégories de produits, sur les télévisions, les smartphones, les ordinateurs portables, les machines à laver à hublot et les tondeuses à gazon. Voilà, s'il y a des questions là-dessus, je pourrais y revenir plus largement. C'est un outil intéressant, même s'il a quelques biais, et on pense que ça peut aider le consommateur à mieux choisir, et les marques surtout à s'améliorer, parce que comme elles doivent remplir cette obligation de transparence, elles ont plutôt intérêt à avoir la meilleure note possible par rapport à leurs concurrents, et donc, in fine, à répondre aux critères qui ont été définis par l'État de manière plus positive. Il y a aussi une bonne chose qu'on a obtenue dans cette loi, c'est le fonds réparation et réemploi, qui sera effectif en 2022 et qui, normalement, devrait permettre, in fine, aux consommateurs de payer moins cher sa réparation.
Donc, concrètement, les entreprises vont devoir payer une petite contribution, comme aujourd'hui le font pour le recyclage, mais là, elles devront aussi le faire pour la réparation et le réemploi. Et cet argent sera redistribué aux réparateurs pour permettre d'offrir un service de réparation moins cher pour les consommateurs, puisque c'est un frein important. Par contre, on n'a pas beaucoup avancé malheureusement sur la publicité. Donc, c'est aussi un sujet qui est sur la table pour la loi climat actuellement en débat, mais dont on risque d'avoir peu d'engagement. Et sur la sobriété numérique, on a co-signé une tribune dans Le Monde pour expliquer que le projet de loi climat fait encore une fois l'impasse sur l'impact du numérique sur l'environnement. Or, c'est de plus en plus important. Et puis, sur le délit d'obsolescence programmée, car comme je vous ai dit, ce délit est intéressant, mais finalement encore assez difficile à employer pour qu'il soit vraiment effectif. Donc, on aimerait qu'il soit un peu mis à jour. Par ailleurs, l'échelon français, c'est bien. L'échelon européen, c'est sûrement mieux, puisqu'on est dans une problématique de produits qui sont globalisés, une économie mondialisée, des produits qui viennent souvent d'ailleurs, où les sièges aussi sont ailleurs. Donc, on a besoin de travailler sur le marché unique pour avoir encore plus de poids. Donc, on a publié un livre blanc en anglais à destination des décisionnaires européens pour plaider pour l'indice de durabilité et de réparabilité au niveau européen, renforcer l'éco-conception avec des normes, des obligations de disponibilité des pièces détachées, de robustesse, de conception plus durable. Un compteur d'usage, nous on aime bien cette idée qui consiste à dire que sur les voitures par exemple, on a un compteur kilométrique, mais sur votre lave-linge ou votre ordinateur, vous ne savez pas combien d'heures vous avez passé, combien de cycles vous avez passé à utiliser ce produit. Or, ça donnerait beaucoup de transparence et puis ça aiderait certainement au produit d'avoir une meilleure seconde vie sur le marché, selon nous. On plaide aussi pour une baisse de la TVA, notamment pour la réparation ou les activités de l'économie circulaire, au moins pendant un moment, pour vraiment booster cette activité, les rendre d'autant plus rentables, parce que ce sont vraiment des piliers d'une économie plus soutenable. Le droit à la réparation, qui passe par un panel de mesures, et puis un encadrement de la publicité pour cesser d'avoir des messages et des injonctions contradictoires en vous disant oui, vous avez un indice de réparabilité, donc choisissez les produits les plus durables, les plus réparables, mais de l'autre, vous êtes assailli de messages publicitaires qui vous rappellent qu'il faut toujours acheter du neuf, que c'est important, que c'est bien, que vous serez plus heureux et plus épanoui. Donc, c'est quand même un moment compliqué d'allier les deux logiques. Et donc, on demande que la publicité soit encadrée dans le sens de l'économie circulaire. Comme je vous le disais, les entreprises sont aussi quand même un enjeu fort de cette transition vers des produits plus durables. Et c'est pour ça qu'on anime le Club de la durabilité, qui a aujourd'hui une vingtaine de membres et de différentes échelles et à différents stades du cycle de vie des produits et différents produits, enfin voilà, tout secteur confondu, parce que c'est vraiment intéressant de pouvoir échanger sur les bonnes pratiques et vraiment montrer qu'il y a des entreprises qui s'engagent et que c'est possible. C'est pas juste une lubie de militants, c'est vraiment quelque chose d'important pour notre modèle économique, notre modèle de société. Il faut développer des offres et des services qui vont dans ce sens pour pouvoir répondre à l'exigence de la durabilité. Je vous ai mis ici quelques exemples pour être un peu plus concret, mais voilà, vous avez des bouilloires comme Keep It qui fait des choses intéressantes avec des produits complètement modulaires, durables, qui ont plusieurs fonctions, des ordinateurs Y qui sont particulièrement durables aussi parce que modulaires, on a toutes les pièces détachées, ou des sièges de bureau qui vont être pensés de manière plus durable. Back Market qui travaille sur tout ce qui est reconditionnement. Et donc là, c'est intéressant pour offrir une seconde vie au produit, même si on joue encore un peu sur le côté racheter un produit, peut-être en déculpabilisant en partie les consommateurs. N'empêche que vous n'achetez pas du neuf et donc c'est déjà un premier pas important. Mais Command, par exemple, aussi fait des choses intéressantes parce qu'eux vont plus loin et vous offrent une solution de location de portables plutôt que l'achat d'un portable. Et là, en particulier sur des Fairphone, qui sont quand même des produits particulièrement éthiques et qui travaillent beaucoup sur la réparabilité, la démontabilité,
et toutes les questions d'obsolescence. Et puis des scores qui se mettent en place aussi sur des indices de durabilité qui sont précurseurs et qui aident à choisir dans le gros électroménager, par exemple, des produits plus durables, plus fiables, pour faire nous aussi des choix en conscience. Alors, les choix en conscience, en effet, c'est quelque chose quand même de très important et c'est pour ça qu'il faut aussi donner la part belle aux consommateurs. Donc, nous, on a créé le site produitsdurables.fr qui a été propulsé par Hop et qui vise à donner des bons conseils aux consommateurs dans leur vie quotidienne sur toutes les catégories de produits, électroménagers, électroniques, audio, auto, textile, etc., pour pouvoir acheter en sachant sur quels critères à s'appuyer pour acheter quelque chose de durable, comment faire pour le faire durer, bien entretenir, faire en sorte que nos produits durent plus longtemps, parce qu'on a un rôle à jouer là-dedans, et réparer avec plein d'astuces et plein de possibilités en passant du gratuit jusqu'au payant. Il y a plein de choses à faire pour pouvoir mieux réparer ces produits. De se prémunir aussi avec la garantie, de pouvoir mieux les faire jouer. Et puis ce site aussi donne des notes. Enfin, on peut signaler, c'est collaboratif, on peut signaler son produit en positif comme en négatif. Et du coup, on donne des notes aux produits et aux marques de manière à voir quelle est la réputation des marques sur leurs produits en termes de durabilité pour aussi faire monter un peu la pression auprès des fabricants et leur rappeler que c'est un enjeu très important. Donc voilà, merci pour votre écoute et puis je pense qu'on peut largement débattre de tous ces enjeux pour approfondir certains points qui vous auraient particulièrement intéressé pour développer. Merci beaucoup pour cette intervention super intéressante. Donc effectivement, je pense qu'il y a pas mal de questions. Donc déjà, il y a une question que moi et Irina nous posions. Comment en fait, le problème, c'est que les logiciels prennent une part importante de l'obsolescence parce que ils rajoutent des fonctionnalités. Comme ils voient que les téléphones ont de plus en plus de ressources, ils n'hésitent pas à rajouter des fonctionnalités, à programmer de manière moins optimisée pour pouvoir. Enfin, ils ont moins la pression de programmer de manière optimisée leur application parce qu'il y a plein de ressources disponibles sur le téléphone. Et donc déjà, est-ce que vous confirmez bien que c'est un facteur important pour changer les équipements? Enfin, est-ce que c'est un facteur important qui fait que les gens changent les équipements? Est-ce qu'il y a un moyen d'obliger les développeurs à faire des applis light ou alors à faire des applications qui ne sont... Enfin, par exemple, pour l'Apple Store, de faire des applications qui ne requièrent pas des mises à jour obligatoires? Parce que je sais qu'il y a plusieurs applications qui obligent de faire ça pour pouvoir continuer à les utiliser, ou alors de carrément changer de système d'exploitation sur le téléphone. Donc, est-ce qu'il y a moyen d'empêcher ces comportements-là de la part des développeurs? Et est-ce que vous avez des exemples sur le sujet? Oui, alors la question du numérique, elle est très importante et ça, c'est des bons exemples d'obsolescence logicielle. La difficulté sur ce sujet, c'est que c'est multi-parties prenantes. En fait, il y a plein d'opérateurs qui dépendent les uns des autres. Et donc, par exemple, si on prend le cas de Fairphone, eh bien, Fairphone produit un téléphone, voilà, le téléphone physique, très démontable, avec modulaire, etc., intéressant. Mais sur le logiciel, ils dépendent beaucoup d'autres sociétés. Donc, en particulier d'Android, mais aussi de Qualcomm, qui est un opérateur qu'on n'entend jamais parler, mais qui est extrêmement important et qui a un monopole sur tout ce qui est aspect logiciel. Donc, en fait, Fairphone ne peut pas vraiment choisir sur comment interagir avec ce logiciel, avec les applications. Et ça, c'est très dommageable parce que finalement, voilà, on a beaucoup d'acteurs, des acteurs qui sont aussi internationaux. Et du coup, pour la législation particulièrement française, c'est compliqué de pouvoir légiférer sur des acteurs comme ça qui dépassent les frontières. Au niveau européen, ça pourrait être plus intéressant, mais il faut savoir que c'est un sujet qui est vraiment au balbutiement, où les députés, les parlementaires, qu'ils soient au niveau français ou européen, c'est des sujets qu'ils maîtrisent mal, qui sont assez complexes. Et aujourd'hui, on a vu déjà depuis 2019 voilà, un certain élan, un intérêt pour ces questions numériques. Il y a eu une proposition de loi qui a émergé il y a quelques mois sur la sobriété numérique.
Mais par exemple, sur ce que vous disiez là, sur comment encadrer mieux les développeurs, etc., ça fait encore difficilement partie du giron des propositions de loi parce que c'est compliqué d'interdire ou sur ce terrain-là, ou en tout cas, c'est un sujet qui est encore mal pris en main. Donc après, sur les applications plus light, ça c'est une chose, oui. Donc il y a l'éco-conception du numérique, qui est un concept, mais encore peu développé, parce que ceux qui sont dans le développement des applis, c'est très loin de leur considération, malheureusement. Donc il y a beaucoup de pédagogie à faire et d'entraîner ces secteurs-là dans la transition écologique. Souvent, ils ne voient pas le rapport, en fait, mais il y en a bien un. Et puis, voilà, après, sur tout ce qui est mise à jour obligatoire, etc., ça, c'est vraiment en effet un problème logiciel et d'obsolescence qui peut être très important. Mais voilà, le problème, c'est aussi le coût, en fait, dans ces questions-là. Parce que si vous avez une application, donc il y a tout le temps des mises à jour pour de sécurité ou pour de design, une course comme ça à l'innovation. Sauf que de garder une version 1 dans le temps pour qu'elle soit compatible avec votre smartphone qui a une capacité de mémoire restreinte pour l'époque, etc., ça coûte de l'argent de maintenir les applications. Et donc, il y a une question financière, en fait, assez importante derrière ces sujets-là. Et donc, c'est pour ça qu'au bout d'un moment, souvent, les mises à jour ne sont plus compatibles parce qu'elles ne sont plus supportées pour réduire les coûts. Et donc, voilà, c'est tout à fait problématique. Et à minima, ce qu'on demande, nous, c'est que au moins l'État agisse sur les applications des services publics, tout ce qui est transport, musée, culture, etc., qu'on ne tombe pas dans ce jeu-là, des applications toujours dernier cri qui ne peuvent pas s'appliquer à certains téléphones plus anciens, et qu'à minima, l'État ne tombe pas dans ce jeu-là et puisse proposer toujours une solution alternative si on n'a pas le dernier smartphone dernier cri avec l'appli super moderne. Donc, il y a beaucoup de travail, mais voilà, c'est des questions passionnantes qui restent encore, je pense, assez mal prises en main, mais on commence, tous les acteurs commencent à s'y intéresser de près. Ok, merci. Oui, je vois bien la difficulté pour les développeurs de se lancer là-dedans. Il y avait une question de Bruno C. Est-ce qu'il pourrait prendre la parole ou est-ce qu'il veut que je dise sa question? Bon, je vais dire sa question du coup. Donc, comment former ces réparateurs pour accélérer ce mouvement? Il existe peu de formation initiale ou pour adultes, il y a peu d'engouement chez les jeunes, peu de communication et de valorisation de ces formations. Comment progresser sur ce sujet de formation des réparateurs dont le métier et les magasins disparaissent lors des départs en retraite des derniers réparateurs qui ont pignon sur rue? Voilà, donc voici la question de Bruno. Oui, alors la réparation, c'est un sujet intéressant qui avait plutôt tendance au déclin, en particulier sur des produits type téléviseur, des choses comme ça, où il y avait de moins en moins de réparations évidentes, avec maintenant des dalles qui sont toutes entières collées, donc on ne peut pas faire des réparations aux composants. Bon, il y a plein d'autres objets comme ça qui ont moins été réparables, donc qui ont un peu fait chuter le secteur de la réparation. Mais ce qu'on observe quand même, c'est que grâce aux politiques publiques maintenant que l'on soutient, sur lesquelles on essaie de travailler pour qu'elles soient d'autant plus ambitieuses, par exemple, l'indice réparabilité, c'est quelque chose de très intéressant pour redonner un regain d'intérêt pour les consommateurs pour la réparation. Mais du coup, derrière, il faut que si les produits soient réparables, il faut qu'il y ait des réparateurs pour le faire. Donc, bon, il y a aussi l'auto-réparation où chacun peut s'y mettre aussi. Mais quand même, on a besoin des réparateurs professionnels. Et sur ces sujets, on a vu quand même pousser des entreprises tout à fait rentables sur les smartphones. De plus en plus, vous avez, même dans les grandes surfaces, des petites boutiques là pour réparer votre smartphone en quelques minutes, etc. Sur le gros électroménager, il y a aussi un boom avec, par exemple, Murphy, qui a connu une expansion là, ces dernières années considérable, justement en proposant des services de réparation pour le gros électroménager en particulier, et qui d'ailleurs maintenant va ouvrir une antenne sur le reconditionnement de certains appareils qu'ils ont récupérés dans ce cadre-là. Donc on voit qu'il y a
il y a des difficultés, mais il y a aussi un boom en fait de l'intérêt et du secteur à se développer. Donc voilà, on est assez optimiste. Après, c'est vrai que beaucoup de professionnels nous disent qu'il manque de réparateurs, que c'est parfois compliqué. Donc il y a des écoles de réparation, mais voilà, je pense que c'est aussi des effets de mode. Et là, maintenant, avec tout ce qui est économie circulaire, certainement, peut-être plus de jeunes vont avoir une appétence pour ces sujets-là, voir qu'il y a des opportunités professionnelles intéressantes et peut-être se lancer parce qu'il y a des beaux métiers pour être à son compte aussi, donc ça peut être vraiment intéressant. Donc voilà, c'est un secteur en transition, je dirais. Ok, merci beaucoup pour cette réponse. Thierry se demandait, est-ce que Thierry peut intervenir pour poser sa question? Thierry Moch. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. D'accord. Oui, bonjour. Donc, je me posais la question d'un événement d'actualité. Donc, c'est quel sera l'impact de la 5G, surtout cette l'obsolescence? Est-ce que nos appareils de communication vont devenir obsolètes? Va-t-il falloir les changer? Va-t-on bénéficier d'adaptateurs pour faire perdurer ces appareils ou pas? Voilà, c'est ma question. Oui, c'est une bonne question. En fait, c'est un phénomène qu'on observe et qu'on évalue assez mal en fait sur les impacts. Ce qu'on sait, c'est qu'en effet, il y a certainement beaucoup d'appareils qui vont être rendus obsolètes, notamment si on est sur des objets connectés et du coup certains produits de ce réseau connecté qui sont trop anciens, donc qui n'ont pas la capacité d'absorber la 5G ou des choses comme ça. Enfin, oui, ça va être un vrai problème, d'autant plus que visiblement, les acteurs qui travaillent sur la 5G ne prennent pas du tout en compte ces questions d'obsolescence et donc voilà, sont vraiment sur la course à l'innovation et ne prennent pas en considération tout ce gaspillage que ça peut aussi engendrer. Donc, il faut qu'on arrive à se faire entendre sur ça. C'est quand même assez compliqué. Ouais. Donc, nous, on avait demandé un moratoire, mais bon, politiquement, je crois que ça n'a pas beaucoup de... Ça marche pas très bien. Super. Moi, j'avais une question aussi par rapport aux réparateurs. On voit que c'est quand même. Enfin, moi, par exemple, j'essaie de remplacer la batterie de mon iPhone avec un kit qu'on pouvait acheter en ligne. C'est très compliqué, vraiment compliqué. Il y a plein de petites vis, de choses miniaturisées qui rendent, par exemple, des choses collantes, comme vous disiez, d'écrans qui sont collés et qui sont très compliqués à enlever. J'avais entendu des initiatives aux États-Unis et des discussions qui avaient lieu justement pour empêcher ça de la part, par exemple, d'Apple, d'avoir, par exemple, des choses exprès compliquées à enlever pour les réparations. Et aussi, donc il y avait déjà ce premier point. Est-ce que, par exemple, en France, il y a des actions qui sont faites pour éviter d'avoir des conceptions de téléphones très dures à réparer? Et deuxième question, est-ce que, parce que je sais qu'Apple refuse l'accès à ses composants électroniques pour pouvoir faire réparer les téléphones, est-ce que c'est quelque chose qui est, condamnable en France? Alors oui, Apple s'illustre dans la fermeture de ces systèmes, bien qu'en plus de bonne qualité, hein, mais c'est vraiment dommage que ce soit si fermé en termes de réparabilité. Vous remarquerez qu'Apple n'a pas publié son indice de réparabilité. Donc peut-être que justement ce genre de transparence obligatoire va pousser la marque à s'améliorer. Puisqu'elle n'aura peut-être pas envie de paraître sur un smartphone similaire à un Samsung, de ne pas avoir la moyenne sur l'indice de réparabilité, ça ferait quand même un peu tâche. Donc, peut-être que ça les incitera à travailler là-dessus. Aujourd'hui, les outils législatifs ne permettent pas vraiment de les pénaliser sur ça. Au niveau européen, il y a des choses sur des chargeurs universels, enfin, sur l'accès aux batteries mais voilà, je crois qu'à ce stade, ce n'est pas encore obligatoire, donc c'est sur la table. Après, il y a aussi un délit nouveau de l'irréparabilité volontaire, délibérée.
mais dans la mesure où c'est quand même réparable, au moins par des réparateurs indépendants, ça ne devrait pas, enfin, du coup, ce n'est pas condamnable. Donc oui, après, je pense que là, c'est aussi le choix du consommateur qui peut faire la différence. Si c'est quelque chose d'important pour les consommateurs et que grâce à l'indice, ça objective le fait que c'est pas du tout réparable, donc on aura peut-être voilà, un sursaut d'intérêt pour la marque pour s'améliorer sur ces sujets-là. D'accord, merci beaucoup. Il y avait une question de Franck Martin, s'il peut s'exprimer sur ça. Oui, tout à fait. Donc, il y a un enjeu de développer le marché de la réparation. Mais parfois, il y a un inconvénient de la réparation, c'est que ça prend du temps. Et donc, c'est un frein, je pense, important pour se dire, est-ce que je vais réparer mon équipement? Et donc, je me disais, pour certains appareils, alors peut-être pas le smartphone que j'adore avec l'écran, ceux-là où j'ai customisé plein de trucs, mais pour une machine à laver, d'aller chez le réparateur, de repartir avec une machine à laver équivalente, et puis le réparateur remet en état ma machine à laver, etc. Est-ce que c'est des initiatives qui se déroulent et qui pourraient être intéressantes selon vous? Oui, alors c'est important le temps de réparation parce que le temps, c'est de l'argent. Et donc, plus un appareil a du mal à prendre du temps à être réparé, moins c'est rentable pour le consommateur. Donc, c'est d'autant plus important. Pourquoi une réparation peut prendre du temps? Ça va être, par exemple, bon, à part le fait de devoir se déplacer ou d'attendre la réparation, qui parfois peut être quand même très rapide, en fait, ça va être aussi la conception de l'appareil. Un appareil qui est difficilement démontable, qui, comme Mathieu, vous devez pendant 3 heures enlever toutes les petites vis pour simplement changer votre batterie, ça vous prend vachement de temps. Ça, c'est sur un ordinateur ou une machine à laver. Si le réparateur, même professionnel, soit vous en tant que, voilà, vous voulez auto-réparer ou un réparateur professionnel, du coup, ça lui prend d'autant plus de temps, donc il vous facture aussi d'autant plus, ce qui est normal, puisqu'il y passe du temps. Après, c'est le temps de disponibiliser des pièces détachées. Même s'il arrive à démonter facilement, rapidement, si les pièces détachées, vous attendez 3 semaines avant d'être fournies, eh bien, ce temps d'un produit qui n'est toujours pas fonctionnel est un problème. Donc, tous ces problèmes-là sont intégrés dans l'indice de réparabilité. Donc, un produit qui va être dit réparable sur l'indice sur 10, voilà, il devra avoir un temps de délai de pièces détachées très rapide, une démontabilité très facile. C'est comme ça qu'il acquiert une bonne note. Donc déjà, ça peut permettre un peu de transparence aussi pour trouver un produit qui va prendre moins de temps à réparer. Et après, par exemple, là, vous parliez plus spécifiquement des lave-linges. Donc, par exemple, des entreprises qui se développent, des startups comme Murphy, vous proposent maintenant de venir à domicile et de réparer votre machine à laver voilà, dans un délai très court, avec en plus souvent, ils permettent un autodiagnostic qui fait qu'ils viennent tout de suite avec la bonne pièce et qui vous réparent ça voilà, sur le tas. Donc, maintenant, justement, quand on parlait du développement de la réparation, c'est des choses qui s'améliorent aussi quand même sur ça. Donc, vous n'avez pas besoin de ramener votre machine à laver chez un réparateur indépendant, c'est plutôt eux qui se déplacent. Mais aussi, comme maintenant, il y a aussi un peu d'aide de l'intelligence artificielle, avec un petit diagnostic préalable, ils peuvent éviter de se déplacer pour rien. Donc, ça fait gagner du temps à tout le monde et de l'argent. Donc, voilà, il y a des choses quand même pour rationaliser et permettre de réduire ce temps de la réparation. Merci. Alexis Dion, peut-être? Oui, bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, très bien. Oui, oui, j'avais une question, moi, c'était concernant les filières de formation, en fait. Ça a peut-être été abordé tout à l'heure, mais pour moi, ce n'était pas très clair. Et finalement, quel moyen on a de promouvoir finalement ces filières? Parce que il y a des startups effectivement qui existent aujourd'hui, etc. Mais
pour moi, ça reste quand même aujourd'hui compliqué de trouver un réparateur un peu multi-casquette. Et je rejoins tout à l'heure ce qui a été mis sur le fil. Là, il y a beaucoup de magasins qui ferment, enfin beaucoup, il y en avait déjà pas beaucoup, mais en tout cas, ils ferment les uns après les autres. Oui, c'est clair que c'est un métier quand même qui reste difficile parce que d'autant plus que le neuf est trop attractif. Quand vous avez des produits basiques, pas très chers, surtout sur le petit électroménager où ça coûte 3 fois rien du neuf, du coup, pour les consommateurs, c'est moins attirant d'aller passer du temps, aller essayer de le réparer, une main-d'œuvre qui coûte quand même assez cher, des pièces, etc. Donc, malheureusement, il y a cette concurrence du neuf qui pénalise beaucoup le secteur de la réparation. C'est pour ça que beaucoup aussi ferment progressivement. Mais justement, le fonds de la réparation est une réponse à ça. Ça verra le jour en 2022 et on espère vraiment que ce fonds permette de réduire le coût de la réparation et donc de le rendre plus attractif, plus rentable aux yeux des consommateurs. Et ça, c'est intéressant parce que finalement, les entreprises sont responsables aussi de la capacité d'un produit à être réparé. Il n'y a pas que le consommateur. Et donc là, les entreprises vont y contribuer, peut-être aussi en fonction d'un bonus-malus, en fonction de leurs produits, s'ils sont effectivement réparables ou pas. Peut-être qu'ils paieraient plus cher si tel n'était pas le cas, de manière à avoir un fonds qui puisse vraiment permettre d'améliorer l'attractivité de la réparation. Après, sur la formation, il y a déjà des choses qui existent. Par exemple, l'école Le Creuset, qui est assez traditionnelle sur le sujet de la formation à la réparation. Et puis, face au manque quand même de formation, eh bien, par exemple, Murphy crée là son académie de la réparation. Ils veulent former eux-mêmes les réparateurs parce qu'ils ont du mal à trouver ça sur le marché. On a aussi des petites entités comme la Repair Academy qui fait vraiment de la formation très spécialisée aux composants, sur les cartes mères par exemple. C'est quelque chose qui existe très peu aujourd'hui. Donc, bon, il y a après des grandes enseignes comme Darty qui embauchent d'ailleurs beaucoup en ce moment pour répondre à cette demande de réparation parce qu'ils finalement ils ont remis ça au cœur de leur activité. Donc voilà, il y a un certain engouement qui est incité par les politiques publiques et ça peut permettre un nouvel élan, une nouvelle vague sur ces sujets qui en effet ont eu tendance à décliner ces dernières années et qui ont toujours un peu tendance à décliner, mais aujourd'hui, il y a quand même ce nouvel élan qui peut nous permettre d'être positifs. Merci beaucoup pour cette réponse. Franck Martin. J'ai de nouveau une question. Vous avez parlé du club de la durabilité. Donc, si on allonge le cycle de vie des ordinateurs, des smartphones, on multiplie par 2, c'est des choses qui sont tout à fait possibles. Quelque part, on va avoir une baisse des volumes à la vente d'un facteur 2, un peu moins. Et donc, du coup, quels sont les moyens que vous avez identifiés dans votre club de la durabilité, par exemple, pour permettre aux entreprises de passer le cap? Enfin, comment vous voyez évoluer le marché? Parce qu'on est face à une dimension systémique, en fait. Ça peut être un phénomène d'ampleur. C'est peut-être pour ça que ça a du mal à prendre, d'ailleurs. Merci. Oui, c'est pour ça qu'on parle souvent plus de la réparation que de la durée de vie des produits, même si ça a quand même réussi à percer dans la loi économie circulaire. En fait, c'est vrai que ça pose la question de manière systémique. Il y a la question de la réparation qui finalement peut quand même être quelque chose de rentable puisqu'il y a des startups qui fonctionnent très bien sur ce créneau-là. Après, des grands groupes qui sont sur traditionnellement la vente de produits, bien sûr que si on allonge la durée de vie des produits, ils vont en vendre peut-être moins, etc. Donc la question, c'est celle de la diversité. Par exemple, si on prend des choses comme Patagonia, qui continuent à vendre beaucoup, mais il y a beaucoup de marques comme ça qui sont sur le volet fiabilité, robustesse, durable de leurs produits. Ils se diversifient de manière à vendre non pas seulement une seule catégorie de produits qu'ils essayent de vendre le plus souvent possible, mais plusieurs produits qui vont vendre moins souvent, mais avec plusieurs cordes à leurs arcs. Par exemple, c'était un des arguments de Seb,
qui a travaillé sur la réparabilité de leurs produits aussi. Et il disait finalement, ce qu'on veut, c'est fidéliser les clients à notre marque. Si quelqu'un est content avec son four de notre marque, eh bien, il reviendra chez nous pour le faire repasser. Et donc, on aura une bonne image, une réputation positive. Et l'image de marque, c'est quand même très important pour les fabricants et même les distributeurs. Après, les distributeurs peuvent aussi travailler sur tout ce qui est filière de la seconde main, du reconditionnement. C'est quelque chose qui fonctionne aussi très bien avec des prix plus attractifs et qui permettent d'allonger la durée de vie des produits. Donc, on a ça qui se développe. Et puis, enfin, aussi les services. Si vous regardez Leroy Merlin, bon, ils continuent à vendre des produits, mais ils veulent s'améliorer sur la durabilité, la réparabilité. Et du coup, ils anticipent en proposant des formations. Des services plus que vraiment la vente de produits en tant que tel. Et donc, il y a une diversification du modèle économique qui peut être compatible avec une économie circulaire et des produits plus durables. Merci. Emmanuel, justement, faisait une remarque assez juste sur le sujet, c'est que Fairphone, qui quand même existe depuis plusieurs années, arrive à maintenir à avoir une belle croissance malgré le fait que l'entreprise mise sur des téléphones durables, modulaires, où finalement on ne rachèterait qu'un seul composant et pas tout le téléphone à la fois. Oui, tout à fait, oui. Fairphone est un bon exemple. Mais est-ce que c'est vraiment un succès, Fairphone? C'est un succès au regard d'une petite entreprise d'une même pas cinquantaine de salariés. Donc, on ne peut pas comparer avec un iPhone où il y a des milliers de personnes qui travaillent sur ce produit-là. Donc, ça marche quand même très bien et c'est un succès dans le sens où ils sont aujourd'hui distribués par des groupes comme Orange. Ils fournissent tous les téléphones de certaines institutions, collectivités territoriales qui veulent être exemplaires. Donc, ils sont quand même passés à une grande échelle en l'espace de quelques années, parce qu'il faut quand même le dire, c'est une petite entreprise qui date de quelques années seulement. Donc, au regard de leur historique et de leur capacité, je pense que c'est quand même vraiment très intéressant. Et puis, à chaque fois, bien sûr, ils s'améliorent de l'eau. Mais voilà, c'est une entreprise à suivre et qui offre vraiment des perspectives intéressantes et puis surtout dans un modèle qu'ils arrivent à faire tenir malgré tout et qui prend en compte complètement les thématiques de l'économie circulaire. Et est-ce que c'est pas un peu embêtant parce que finalement ils ont quand même des composants qui vont dire, même malgré que ce soit modulaire, ils ont quand même des composants qui sont finalement à eux. C'est pas un peu compliqué du coup, par exemple, d'intégrer, enfin de pouvoir utiliser des composants qui sont pour d'autres téléphones dessus, enfin genre ça contraint pas un petit peu le processus? Pardon, je n'ai pas bien compris. Non, mais non, c'est pas grave. Non, mais je réfléchissais là-dessus, donc c'est pas grave. Juste, je me posais la question quels sont les argumentaires quand vous essayez de faire passer quelque chose en politique? Quels sont les argumentaires des constructeurs de téléphones? Les arguments qui reviennent contre vous, qui font débat? En fait, les fabricants, pourtant, on les voit souvent dans les groupes de travail, mais ils sont très peu loquaces. Donc, certainement, ils font du plaidoyer plus de salon, comme on dit. Donc, ils vont voir directement les décideurs publics. Mais dans des groupes de travail, etc., en fait, on les entend très peu, quoi. Donc, parfois, ce qui va revenir, c'est la propriété intellectuelle, c'est l'innovation, la compétitivité. Voilà, ce genre d'argument. Mais nous, ce qu'on dit sur l'innovation, c'est qu'on n'est pas contre l'innovation, mais il faut simplement que ce soit des innovations de rupture. Des innovations vraiment qui changent la vie des gens. Il n'y en a pas tous les 6 mois. Donc, voilà, on n'est pas du tout contre l'innovation, mais on pense qu'il faut allier ça et prendre en compte, se poser la question, est-ce que c'est une innovation aussi qui va dans le sens d'une société plus soutenable? Si c'est juste une innovation pour l'innovation, en vendant plus avec des terres rares qui sont exploitées par des enfants dans les pays du Sud, on peut se poser la question de cette innovation. Oui, oui, tout à fait.
Laurent avait une question? Oui, allô? Oui, pardon. En fait, j'avais 2 questions très différentes. Une concernant la 5G, vous avez beaucoup parlé des smartphones. Et en fait, est-ce que vous ne pensez pas que le premier impact de la 5G, ça sera la possibilité de connecter plein de produits et du coup de hâter mais le fait qu'on s'en sépare parce que ce ne sont pas des indicateurs qui nous diront qu'ils sont en fin de vie, mais carrément une fin de vie programmée, je dirais, presque de l'extérieur. Donc ça, c'est le premier point. Donc ça, c'est sur la 5G. Deuxième point qui n'a rien à voir, c'est sur l'automobile. En fait, sur l'automobile, est-ce que vous vous intéressez au marché du rétrofit automobile qui s'oppose à celui de donner de l'argent en prime à la casse pour changer sa voiture? Donc rétrofit, c'est essentiellement changer son moteur. Et derrière se pose la question, par exemple, d'une TVA réduite dans le secteur du bâtiment, la réhabilitation qui correspond au fait de réutiliser des bâtiments à une TVA réduite. C'est plus ou moins le seul secteur qui est comme ça. Est-ce que vous envisagez que cette TVA réduite s'applique à l'ensemble des produits que l'on répare? Et puis enfin, sur l'automobile, est-ce qu'il ne faudrait pas s'intéresser à l'impact environnemental de l'ensemble des voitures d'un constructeur qui sont en train de rouler plutôt que de celles qu'il vend neuves? Et cette question s'applique en fait à l'ensemble des produits où les fabricants sont surtout jugés sur les produits neufs qu'ils viennent de commercialiser et pas sur l'ensemble des produits qui sont en train d'être utilisés par leurs clients. Voilà, ça fait beaucoup de questions en une. Donc, sur les objets connectés, oui, moi, je suis plutôt favorable au low-tech. De manière générale, je pense que ça a le meilleur impact environnemental. Après, il peut y avoir des points positifs à des objets connectés, à savoir une meilleure transparence, un soutien à l'entretien. Par exemple, sur votre voiture, quand c'est connecté, on vous dit là, vous atteignez 26 000 km, pensez à faire la vidange. On pourrait faire ça sur les lave-linges de manière à vous rappeler qu'il faut faire un cycle à 90 degrés avec un peu de vinaigre blanc pour que ça dure plus longtemps. Voilà, ça, c'est des choses qui peuvent être intéressantes. Sur justement les compteurs d'usage, ça peut demander peut-être un minimum de connectivité. Après, voilà, il faut quand même mettre au regard ces impacts positifs, au regard des impacts négatifs de connecter des appareils qui traditionnellement n'avaient pas besoin d'électronique et donc d'apporter des nouvelles ressources, des nouvelles matières pour permettre cette connectivité. Ça peut avoir un impact lourd aussi environnemental. Donc, là, moi, je n'ai pas le ratio pour vraiment pouvoir dire qu'est-ce qui est le plus pertinent, mais a priori, on s'oriente quand même voilà, vers le fait que si on ne connecte pas tous ces objets qui traditionnellement, on va dire low-tech, on s'en sort certainement mieux pour la planète. Et la 5G, en effet, voilà, peut aller dans ce sens de tout connecter et d'avoir des impacts plus lourds parce que ça demande plus d'énergie, plus de... souvent, voilà, la rapidité fait qu'on a plus de mémoire. Donc, c'est une course comme ça qui est un peu délétère pour l'allongement de la durée de vie des produits, bien souvent. Après, sur l'aspect automobile, donc on y travaille un peu, mais pas énormément. C'est pas notre cœur vraiment de métier, entre guillemets, enfin, d'attention, même si c'est un sujet très important. Voilà, dans la réparation, dans l'automobile, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une vraie tradition de la réparation des pièces détachées, même des pièces détachées d'occasion. Donc, il y a matière à s'inspirer du secteur automobile sur certaines choses, mais en effet, il y a aussi beaucoup de choses à décrier sur ça, sur voilà, le fait qu'on ne puisse pas facilement parfois changer son moteur, on n'est pas dans les clous des normes, etc. Enfin, il y a aussi beaucoup de freins et puis beaucoup de freins de grands groupes qui défendent voilà, leur précaré. Donc, ça peut être délétère aussi pour l'obsolescence. Sur la TVA, vous avez un avis? Le fait de faire toute la réparation en TVA réduite comme le bâtiment? Oui, sur la TVA réduite, c'est quelque chose qu'on porte depuis le début, qui n'arrive pas du tout à être entendu par par Bercy concrètement, hein, parce que ça ferait une perte des revenus pour l'État. Une double perte aussi dans le sens où un produit réparé, c'est un produit neuf en moins, donc vous perdez aussi TVA sur ce côté-là. Donc pour Bercy, c'est quelque chose d'assez
difficile à accepter, mais pourtant qui est un levier fort pour l'économie circulaire. Et justement, quand on parlait de la formation, du besoin de réparation, ça peut vraiment permettre de développer des emplois locaux. Voilà, c'est aussi un vecteur pour l'économie, mais Bercy ne l'entend encore pas vraiment sous cette oreille-là. Donc aussi, il faut passer certainement par le niveau européen pour que ça soit, voilà, qu'il n'y ait pas de distorsion de concurrence. Donc c'est une question sur laquelle on est favorable, mais qui reste difficile à acquérir. Et puis après, il faut se poser la question aussi. Enfin, moi, je pense que ça peut être intéressant dans un premier temps pour vraiment permettre au secteur de se structurer, de l'accompagner. Mais si un jour, voilà, l'économie circulaire est vraiment prédominante, c'est bien de pouvoir aussi redistribuer les fruits de la croissance pour les services publics. Donc, voilà, il faut aussi équilibrer les choses par rapport à cette TVA. On a aussi besoin parfois de la TVA. Donc, voilà, il faut trouver le juste équilibre pour à la fois inciter tout en finançant le reste des activités de la société. Et si je pouvais un peu faire une remarque par rapport à ça, est-ce que finalement le prix est forcément le premier intérêt pour le consommateur? Parce qu'on voit que le consommateur est prêt à payer beaucoup pour certains téléphones. Est-ce que, en quoi, sur quel domaine du numérique ça aurait des impacts intéressants, cette réduction de prix due à une TVA plus faible? Le facteur prix est quand même important. C'est vrai que là, vous parliez tout à l'heure de comment réagissent les marques, etc. Bon, souvent, voilà, c'est la compétitivité prix. Attention, vous allez nous augmenter les prix, à vouloir nous imposer ceci, cela. Donc, oui, les consommateurs maintenant aussi achètent en ligne parce que c'est moins cher, bon, à part le fait que c'est peut-être plus pratique d'être livré, mais finalement, le facteur prix est quand même quelque chose d'assez sensible. Et c'est vrai que parfois, on a remarqué que c'est un frein aussi pour la réparation parce que c'est moins attractif en termes de prix dans certains cas. Donc, le facteur prix, voilà, est quand même important. Et puis après, il y a l'image de marque qui aussi peut beaucoup jouer sur ce prix finalement. Comme vous dites, des fois, on achète des produits très chers parce qu'on a une bonne image de cette marque et qu'on veut absolument cette marque. Donc, ça, c'est la compétitivité hors prix, c'est aussi quelque chose de très important. Et c'est aussi sur ça qu'on joue pour dire que c'est important de faire des produits de qualité. Par ailleurs, sur ce volet-là, il y a eu des études qui sont sorties qui montrent que quand un produit est dit durable, réparable, les gens sont prêts à payer jusqu'à 20% plus cher les produits parce que ils ont conscience qu'un produit qui dure sur le long terme, c'est un produit rentable. Donc, voilà, des fois, c'est un peu schizophrénique aussi. Sur certaines choses, on peut vouloir mettre un peu plus pour avoir un produit qui dure, et puis sur d'autres, pas du tout. Donc, ça dépend aussi des profils des gens. Parce que quand on est un étudiant et qu'on sait qu'on va déménager dans 2 ans, eh bien, peut-être qu'on ne veut pas investir dans certains types de produits parce qu'on ne sait pas où on sera, donc on s'en fiche un peu du long terme. Et puis, quand on est une famille qui vient d'acheter une maison, eh bien là, on veut des choses qui durent. Bon, après, il faut que les revenus aussi suivent, mais il y a aussi une allocation de son budget et une priorisation des choses qu'il faut remettre dans la balance. Ça, c'est un peu l'obsolescence culturelle aussi qui joue dans ces décisions. Ouais. Mais donc, c'est bien, si on pouvait avoir la TVA déductible, on aurait à la fois l'avantage du prix et aussi l'avantage de l'image, parce qu'avec l'indice de réparabilité, déjà, ça donne un petit peu un coup dans l'image de la marque quand elle prétend être durable, mais au final, elle ne l'est pas. Il y avait une question de Polizzo, je ne sais pas s'il peut prendre la parole. Bon, ben je vais dire sa question. En termes de production grand public, la France n'occupe qu'une place marginale du marché. Pourquoi ne pas obliger à la réparation facile des produits et le recyclage facile, au moins d'une taxation développement durable? Cela permettrait de développer une vraie marge de l'emploi de réparation et du recyclage et d'éviter le tout poubelle. Oui, donc là, la question portait sur l'aspect. Allô, vous m'entendez? Merci beaucoup. En fait, la question aujourd'hui, c'est que la plupart des produits grand public sont fabriqués à l'étranger.
et toutes les pièces viennent de l'étranger. Donc, en termes de valeur ajoutée française, il n'y a pas grand-chose. Et ce qu'on assiste aussi, c'est une désindustrialisation de la France, une perte de compétences forcément liée, etc. L'intérêt d'obliger à faire des produits réparables, il y a deux intérêts. C'est d'une part d'éviter de gâcher par exemple les terres rares, etc., tous des matériaux qui sont en quantité limitée sur Terre, et aussi de redévelopper une filière française technique et de donner de l'emploi à des gens qui n'en ont plus du fait de la mondialisation des productions. Oui, on est tout à fait d'accord là-dessus. C'est en effet, c'est important. Après, les marques internationales qui vendent des produits en France sont quand même responsables des produits qu'ils vendent en France. Et en France, on peut mettre aussi des normes pour pouvoir vendre ces produits en France ou des conditions. Et c'est par exemple le fait de l'indice de réparabilité ou de durabilité demain. Ça s'applique sur des Samsung qui sont conçus et fabriqués en dehors même de l'Europe. Donc, c'est intéressant dans le sens où on oblige ces marques à déjà respecter ces conditions de transparence et on ne les oblige pas directement à faire des produits réparables. Mais le fait de leur obliger la transparence, finalement, indirectement, les incite beaucoup à potentiellement changer leurs pratiques pour avoir une meilleure note. Donc, avoir des plus grandes, des notices plus accessibles, des pièces détachées plus disponibles, un portable peut-être plus réparable, plus démontable. Donc, on peut jouer comme ça sur des entreprises qui sont en dehors de la France. Et après, sur le fait que la réparabilité va avoir des conséquences positives ou le reconditionnement sur l'emploi local en France, oui, ça nous paraît tout à fait évident et important. Donc, voilà, ça fait vraiment partie de l'économie circulaire et du fait qu'on puisse développer des secteurs au sein même de notre pays. Juste à mon sens, juste l'indice, c'est bien, c'est une avancée. Seulement, ce n'est pas suffisant parce qu'on reste un pays, enfin un marché, même si on arrive à mettre une norme européenne, on reste un marché qui est pas le plus important au niveau mondial. Je pense que d'aller encore plus en avant sur ce domaine-là, ça serait vraiment permettre d'arrêter de faire du gâchis, en fait, globalement, et puis de redonner de l'emploi en France. Enfin, à mon sens. Oui, oui, tout à fait. C'est une avancée, mais c'est loin d'être suffisant. Le fait que ce soit porté au niveau européen serait vraiment important. Par ailleurs, au niveau européen, on peut davantage aussi fixer des conditions de design. Parce qu'en France, on ne peut pas en fait vraiment dire au produit vous devez avoir des pièces détachées pendant. Enfin, si on l'a fait quand même dans la loi AGEC, donc c'est que c'est possible, mais sur certains types de produits, on a obligé les fabricants à avoir des pièces détachées disponibles. Mais au niveau, enfin, finalement, c'est aligné avec déjà des obligations au niveau européen. Au niveau européen, il y a ce qu'on appelle les normes éco-design et qui obligent les fabricants à avoir des pièces détachées, par exemple, sur les lave-linges pendant au moins 7 ans. Parce que comme on est sur un marché plus grand, on peut comme ça imposer des normes de design, ce qu'on appelle l'éco-design. Et ça, c'est en effet important pour aller plus loin que l'information, mais des obligations aussi sur vraiment des produits plus réparables, voire plus recyclables. Merci. Et juste par rapport à la question de tout à l'heure que j'avais posée, je n'avais pas bien compris. On est d'accord que c'est interdit du coup pour Apple de conserver ses composants et de ne pas les mettre à disposition des réparateurs? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est débattable et qui n'a pas été fixé? Il faudrait relire le texte de loi exactement, mais en fait, normalement, la réparation ne peut pas être interdite aux réparateurs indépendants. Après, est-ce que les réparateurs indépendants peuvent se fournir de pièces origines d'Apple? Je n'en suis pas complètement sûre, en fait. Il faudrait vérifier. Ouais, parce que c'est une vraie difficulté pour eux de les trouver. Ils doivent passer un peu par des sortes de marchés noirs pour trouver les pièces, parce que finalement, il n'y a que Apple qui est censé les faire. Donc, c'est un peu en passant directement par le fournisseur de composants et pas par Apple. Donc,
c'est un peu compliqué, je pense, par rapport à ça. Oui, c'est très compliqué, en effet, oui. Ouais. Mais Euh, oui, sur Apple et sur ces pratiques-là, voilà, c'est particulièrement problématique. Et voilà, c'est aussi, quand vous disiez, qu'est-ce que nous disent les marques et tout, ben là, vous voyez, ils bataillent beaucoup pour faire valoir leur réparateur agréé comme étant quelque chose de très bien et donc pour avoir une meilleure note sur l'indice de réparabilité. Mais les réparateurs agréés, ben, justement, dépendent entièrement du fabricant, de la marque, et donc ont très peu de marge de manœuvre. Oui, et en plus, si la marque veut qu'on rachète un téléphone, enfin, il y a eu beaucoup d'exemples de marques qui faisaient des réparations complètement ridicules pour un problème très simple, où ils remplaçaient toute la carte mère, tous les composants quasiment de l'ordinateur, alors que c'était juste une petite soudure qui n'était pas bien faite ou quelque chose comme ça. Donc, ça ne rentre pas forcément dans leur intérêt de réparer de manière économique. On est bien d'accord. Ouais. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui voulait prendre la parole pour une question qu'il se posait par rapport à l'obsolescence programmée? Oui, bonjour, Nicolas Guisset. Je voulais savoir comment vous choisissez de travailler soit au niveau français, soit au niveau européen, et est-ce qu'il y a d'autres associations qui travaillent dans d'autres pays européens? Bon, pour la petite histoire, moi je vis en Belgique, donc vous parlez beaucoup de lois françaises. Je voudrais savoir s'il y a l'équivalent en Belgique ou comment vous êtes coordonnés au niveau européen. Oui, alors au niveau européen, nous, on travaille plutôt au niveau institutionnel avec des coalitions qu'on appelle Right to Repair ou des actions, enfin des institutions qui travaillent sur la standardisation parce qu'on rentre vite dans des débats très techniques et des normes très précises. Donc, voilà, au niveau européen, on travaille avec ça qui est une sorte de lobby de la normalisation plus environnementale. Il y a aussi un bureau environnement qui défend ces problématiques au sein des institutions européennes. Après, au niveau des pays eux-mêmes, on n'a pas beaucoup d'interlocuteurs en fait qui travaillent vraiment spécifiquement sur ces questions-là. Donc, on a pu de manière ponctuelle travailler avec des Suédois ou des Belges aussi, mais plus. Vous avez Test Achat qui est une initiative intéressante en Belgique et Usitou, je crois, qui est aussi quelque chose d'assez intéressant. Mais voilà, c'est pas tout à fait le même ADN que Hop, mais voilà, ça peut être des interlocuteurs intéressants. Ouais, c'est vrai que dans les autres pays, il n'y a pas forcément un équivalent de Hop, mais il y a d'autres associations qui travaillent sur la réparation ou sur le zéro déchet, avec lesquelles on peut aussi collaborer de manière ponctuelle. Merci. Merci. Laurent Castienne, peut-être? Oui, j'ai une question sur, je pense que vous connaissez Vance Packard qui a publié plusieurs bouquins dans les années 50 aux États-Unis sur ce qu'il appelle lui les marchands de mécontentement, c'est-à-dire les entreprises, les grosses entreprises qui ont commencé à faire travailler des psychologues pour pouvoir étudier les réflexes du consommateur et ensuite orienter les publicités. Donc je voulais savoir si au niveau international ou en France peut-être, est-ce qu'il y avait des secteurs industriels par exemple, où on avait vraiment limité la publicité en interdisant certains types de messages? Oui, alors là, en ce moment, on en parle beaucoup de la publicité parce qu'on essaye d'intégrer ça dans le projet de loi climat. Voilà, ce qui ne marche pas du tout parce que l'État est très contre cantonner vraiment le débat à leur projet de loi. Mais en effet, sur la publicité, il y a eu les lois E20, par exemple, qui ont interdit la publicité sur certains types de produits et qui pourraient être étendus sur des produits particulièrement toxiques. Bon, en matière d'obsolescence, nous, on lutte aussi pour le fait qu'on interdise des publicités qui ont vraiment des messages particulièrement horripilants sur le fait de renouveler un produit encore fonctionnel, par exemple. Et hop, notre association Alta l'obsolescence programmée a porté plainte
contre déjà deux publicités, contre Microsoft et dernièrement sur les Chromebooks de Google, parce qu'on voit dans la publicité un ordinateur qui est lancé comme ça, il disparaît dans les airs pour avoir un nouveau, ou un autre qui est carrément enfoui sous terre pour avoir un nouvel appareil. Donc, ces publicités-là, en fait, sont sur les messages implicites de enfouissez, débarrassez-vous de vos produits pour même s'ils fonctionnent encore, pour en racheter des meilleurs là. Donc voilà, sur ces publicités, on a porté plainte contre le jury de la déontologie publicitaire et on a obtenu gain de cause. Nos plaintes ont été jugées fondées. Mais en fait, c'est un organisme qui s'autorégule et donc on a obtenu gain de cause, mais il ne se passe rien. La publicité peut continuer à être diffusée. Donc voilà, ces instances sont quand même assez vides de sens et c'est pour ça qu'on demande qu'il y ait une hiérarchie des normes aussi dans la loi, de manière à ce que quand une association est fondée sur une telle plainte, la publicité doit cesser, voire même avoir des sanctions. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, c'est pour ça que ça doit rentrer dans le droit et d'être beaucoup plus encadré. Il y a aussi des idées de fonds, voilà, de taxes sur la publicité pour permettre des fonds qui vont permettre de aussi compenser les messages publicitaires plus négatifs avec des messages plus positifs pour l'environnement ou de sensibilisation. Bon, ça serait un moindre mal, mais ça serait déjà ça. C'est très compliqué d'agir sur la publicité parce que ça finance beaucoup de choses. Et après, bon, il y a soi-disant le libre droit de la création ou de je ne sais quoi là, qui nous porte préjudice sur certains aspects. Et oui, c'est quand même un milieu un peu hostile. Et pourtant, il peut y avoir des bonnes publicités et un encadrement qui simplement permet d'être cohérent avec l'ensemble des objectifs de l'économie circulaire. Merci beaucoup, réponse très intéressante. Est-ce que Irina peut conclure la conférence? Oui, alors je voulais remercier effectivement tous les participants. Il y a encore quelques questions qui sont non répondues, mais bon, on espère que vous arriverez à vous documenter. Et je pense aussi, moi, que voilà, j'avais posté que contre certains industriels, on peut aussi s'intéresser à acheter des produits concurrents qui, eux, font l'effort voilà, d'être réparables, d'être plus éthiques. Et donc, le rôle du consommateur, moi, je pense qu'il est aussi important quelque part. Et puis sinon, écoutez, c'est important qu'on essaye d'agir ensemble aussi. Donc, travailler avec les ingénieurs, notamment des élèves de Centrale Supélec, là, sur l'éco-conception, parce qu'il y a des filières et des mentions qui travaillent sur ce sujet. Et après, ce qu'il faut arriver à faire, c'est concrétiser des mises en place d'entreprises qui travaillent sur des business models qui sont probablement encore assez différents. Parce qu'aujourd'hui, c'est toujours plus facile d'avoir une chaîne de production et de dire, bon, on va vendre les nouveaux équipements plutôt que de réparer les anciens, ce qui oblige à avoir des filières en fait, de fourniture de composants, évidemment des réparateurs, et des mises en place de services rendus aux consommateurs. Voilà. Donc, c'est un vrai sujet complexe voilà, qui peut faire l'avenir de nos jeunes ingénieurs. Et merci à tout le monde. Merci pour la participation. Merci pour toutes vos questions. C'était super intéressant. Et on espère qu'on pourra recommencer très bientôt. Merci à vous. Au revoir. Merci.